Hello les amis, nous sommes le mardi 20 octobre 2020 et vous savez, moi je suis un lève-tôt et je suis un couche-tard. Et en ce moment, l'actualité, elle est si riche que si je devais vous la résumer dans une émission, elle ferait 4 heures. Et donc personne ne regarderait, ça serait pas intéressant. Comme l'actualité est riche, si vous voulez être au courant de ce qui se passe, abonnez-vous à mon compte Twitter. Et puis allez lire les informations qui vous parlent, dont vous avez envie de lire, parce que l'actualité est très très riche et elle va continuer à être riche pour les 3 à 4 semaines qui viennent. Donc j'y parle beaucoup des US, parce que aux US, évidemment, il y a plusieurs actualités, des emails qui ont été saisis par aussi bien de ceux de Hillary Clinton, mais aussi de Hunter Biden, le fils de Biden. Celui-ci ne fera plus campagne électorale puisqu'on va le cacher jusqu'à la fin, il va juste faire les 2 débats présidentiels. Évidemment, pour le protéger, la commission des débats a aussi décidé que Trump ne devra poser aucune question sur la politique étrangère, aucune question sur son fils, ou comment l'Amérique va élire peut-être un président sous mensonge. C'est juste hallucinant ce qui se passe, mais il y a des actions en justice qui sont faites contre les réseaux, les GAFAM, qui continuent une censure, mais juste dingue. Moi, je suis censuré 30 jours Facebook, je suis censuré LinkedIn, plein de gens quittent Facebook, plein de gens quittent LinkedIn. Venez me rejoindre sur VK, c'est un Facebook russe qui est identique à Facebook, il n'y a pas de censure. Sur Odyssée, il n'y aura pas de censure, c'est des valeurs sûres. Et donc on doit vivre avec ça encore quelques semaines. Et puis il y a aussi les déclarations qu'a faites la compagne de Jeffrey Epstein. Et donc il va y avoir du lourd qui va sortir dans ces prochaines semaines, et certaines personnes qui dormaient debout vont avoir l'impression de vivre dans un cauchemar. Donc venez me rejoindre sur Twitter, si vous en avez envie bien sûr. Et donc j'ai découvert aujourd'hui une information que j'avais pas vue. C'est suite à un livre qui a été écrit en Italie, le livre noir du coronavirus. Ils expliquent pas mal de choses. Alors, je l'ai commandé, mais j'ai demandé à des amis qui l'ont lu de me faire un rapide résumé, parce que j'ai vu cet article aujourd'hui qui passait. Le plan secret anti-Covid arrive à Bruxelles après les révélations contenues dans le Coronavirus, enfin, ce livre-là que je vous ai montré tout à l'heure, mais le titre est en anglais. Et l'appel au TAR, devant le procureur de la République contre le ministère de la Santé, la Commission européenne est désormais investie de la question et devra répondre sur l'existence et le contenu de ce document jamais rendu public. Et alors si je vous en parle, c'est que, à mon avis, c'est parce que ça va toucher aussi tous les autres pays européens et la France également. Donc la question prioritaire a été présentée par Silvia Sardone, eurodéputée de la Ligue du Nord et conseillère municipale de Milan. L'objectif est de faire la lumière sur un document secret sur lequel le gouvernement s'est appuyé pour guider ses choix pendant les mois les plus difficiles de la pandémie. Tout découle de l'interview publiée en avril par Andrea Urbani, directeur du ministère de la Santé, et un membre du CTS, le comité scientifique italien, dans lequel il évoquait l'existence d'un plan secret qui guiderait les choix des experts et des politiciens dans les journées dramatiques de février et mars. Un document gardé confidentiel et jamais présenté officiellement, ni aux citoyens, ni au Parlement, qui contenait des chiffres sur les infections effrayants. Après les déclarations d'Urbani, la politique et les médias se déchaînent. Les gouverneurs se disent déconcertés que l'exécutif ait agi dans leur dos. L'opposition demande au gouvernement de s'expliquer, et les journaux se mettent en quatre pour essayer d'obtenir le fameux document. Est-il possible que le gouvernement connaisse les risques que courait l'Italie et ne les communique à personne? Roberto Speranza, appelé par Copasir pour clarifier la question, commence alors à la classer comme étude prévisionnelle. Pas de plan pour contrer la contagion, donc seulement une analyse. La position de Speranza est le résultat d'une correspondance avec le CTS. Avant de se présenter devant le Copasir, en effet, le ministre adresse une requête au comité pour s'enquérir du classement du procès-verbal et du document relatif à la réponse à une éventuelle urgence pandémique. Le CTS répond que dans le procès-verbal et dans les parties qui y sont jointes, il n'y a pas de document d'étude sur la réponse à toute l'urgence pandémique, retirant le plan d'une étude qui émet l'hypothèse de différents scénarios possibles de propagation de l'épidémie. La chose semble être là-bas, mais quelques semaines plus tard, quelque chose d'inexplicable se produit. Certains chroniqueurs, en effet, demandent au ministère de la Santé ce fameux plan évoqué par Urbani avec un accès banal au document. Mais une seule
étude signée par Stefano Merler, un mathématicien de la Fondation Kessler, a été divulguée. Pendant quelques jours, les deux documents se confondent. Le brouillard le plus absolu tombe, et beaucoup semblent convaincus que le plan n'existe pas. Cependant, les deux dossiers ne peuvent pas être la même chose. Merler, en fait, tel que c'est reconstruit dans le livre, est invité au CTS pour présenter son étude le 12 février, jour même où le comité charge un groupe de travail pour préparer un plan national de santé en réponse à une éventuelle urgence pandémique du Covid-19. Le plan sera mis en œuvre et approuvé dans sa version finale le 2 mars, soit 10 jours après la présentation du rapport Merler. Pourquoi ne pas l'envoyer aux journalistes alors? À vrai dire, une version du plan sera ensuite publiée par un journal, cependant il n'a jamais été remis au gouverneur, aux parlementaires, ni officiellement libéré, malgré les nombreuses demandes. En août, les députés de la FDL ont tenté d'en obtenir une copie grâce à un accès civique, sans succès. C'est pourquoi ils ont traîné le gouvernement vers les tribunaux, dans l'espoir que les juges forceraient le ministère de la Santé à faire connaître le plan. L'audience a été notifiée, mais le plaidoyer de l'État a déjà comparu devant le tribunal pour résister à l'appel. Une bataille juridique se profile. Pendant ce temps, cependant, l'histoire s'envole vers Bruxelles. Dans la question, Sardone écrit « Dans le livre, nous parlons de l'étrange décision du gouvernement de garder le plan caché au gouverneur des régions et en même temps des manœuvres pour ne pas le divulguer à la presse et au Parlement italien. Et étant donné que de ne pas informer les Italiens est un choix qui soulève des doutes sur la gestion de l'épidémie, la Ligue du Nord demande à l'Union européenne si Conte, le Premier ministre, a jamais partagé le document et les prévisions dramatiques qu'il contenait avec Bruxelles. L'Europe le savait-elle? Sardone dit au journal « Le gouvernement Conte a-t-il affronté Bruxelles? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir les procès-verbaux du comité technique scientifique? S'il voulait nous cacher quelque chose, c'est très grave, car avec ces documents, des décisions fondamentales ont été prises qui ont affecté la vie des Italiens et l'économie du pays. Je crois que dans un état de droit, il est du devoir d'informer la population des mesures prises, notamment dans un contexte aussi particulier que la pandémie. » Vous comprenez? En Italie, ce sont les régions, les gouverneurs des régions, un peu comme au Brésil et un peu comme aux États-Unis, qui font un peu ce qu'ils veulent. Or, ces régions sont détenues, la même histoire qu'aux États-Unis et au Brésil, en majorité par la Ligue du Nord, ennemie de Conte. Et donc se pourrait-il, et surtout, vous vous rappelez que l'épidémie avait largement commencé dans la Lombardie, dans la riche Lombardie, le Nord, où, comme son nom l'indique, la Ligue du Nord est largement majoritaire. Donc se pourrait-il que le Premier ministre italien ait caché des informations de Bruxelles pour mettre, on va dire, en position de faiblesse ces régions-là, mais dans le même temps tuer des Italiens. Donc c'est très intéressant parce qu'il nous faut ces documents. Donc en France, il y a une procédure pareille. Il faut aller devant ce qu'on appelle la CADA pour avoir des documents. Parce que je vous rappelle quand même, ou alors je le rappelle ici, que le Canard enchaîné, au mois de mai, avait fait une tribune en disant « Macron savait dès décembre 2019, affirme le Canard enchaîné ». Et qu'est-ce qu'on apprend dans cet article ? L'inquiétude de l'ambassadeur de France à Pékin aura été vaine. Comme le révèle le Canard enchaîné, Laurent Billy a alerté le Quai d'Orsay et l'Élysée dès le mois de décembre 2019 sur les dangers du virus, alors signalé à Wuhan, soit plusieurs semaines avant son arrivée en Europe. Mais Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron sont restés sourds à ces informations pour le moins inquiétantes. Quand sont parvenues à Paris les informations relatives à l'apparition d'un nouveau virus, il était encore possible pour un président conscient de ses responsabilités de constituer un bon stock de masques, ce qu'il n'a pas fait. Non seulement il n'a pas constitué le stock de masques, mais en plus il n'a diligenté personne pour vérifier le stock de masques, mais en plus, le peu de masques que l'on avait, on les a envoyés à Pékin. De tests, mais tout de suite on a dit que c'était ridicule, il ne fallait pas tester les gens, alors que en même temps, des pays qui avaient été frappés avant la France, comme la Corée du Sud, ont testé massivement, c'est ce que disait aussi le professeur Raoult, meilleur infectiologue au monde, mais eux disaient non, c'est pas la peine, les tests ne servent à rien. Alors qu'aujourd'hui, on teste, en veux-tu, en voilà. Mais Macron n'a pas trouvé le temps d'y penser, souligne le Canard enchaîné.
Comme le rappelle le journal satirique, le ministre des Affaires étrangères n'a organisé le rapatriement des ressortissants français que fin janvier. Selon le professeur Yves Cohen, chef de service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny et de l'hôpital Jean Verdier à Bondy, au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, le coronavirus circulait en France dès le 27 décembre, soit bien avant le premier cas officiellement répertorié le 24 janvier. Jusqu'à présent, les premiers cas officiellement recensés en France sont ceux de 3 personnes. Il s'agissait d'un Français d'origine chinoise et de 2 touristes chinoises, blablabla. Mais c'est pas vrai, puisque vous l'avez vu dans mes émissions déjà depuis le mois de mars, tous ces témoignages de médecins qui disaient on a eu une vague que l'on pensait être de pneumonie, parce que ça ressemble, en novembre et en décembre, y compris chez les enfants, on ne comprenait pas d'où ça vient. Heureusement, ils avaient encore le droit de traiter aux antibiotiques et il n'y a pas eu de vague. Mais rappelez-vous qu'on a remonté encore à bien plus loin. Je vous rappelle quand même que des sportifs français contaminés par le Covid dès octobre aux Jeux militaires de Wuhan. Je vous rappelle qu'il y avait les Jeux olympiques militaires à Wuhan en octobre. Le coronavirus pourrait avoir frappé sans prévenir plutôt que prévu. De nombreux témoignages et indices incriminent la tenue des Jeux militaires en Chine à Wuhan, premier foyer mondial du Covid, comme possible vecteur de contamination. Plusieurs athlètes français ont ainsi exprimé avoir souffert des mêmes symptômes que ceux du Covid-19 après leur participation à la compétition organisée en octobre dernier. Près de 400 tricolores ont pris part à ces Jeux, parmi les 10 000 sportifs présents dans ce qui s'est avéré être le point de départ de la pandémie qui touche le monde entier depuis plusieurs mois. D'hypothèse en bruit de couloir, l'affaire est devenue une onde de choc qui pourrait, tu parles Blaise, on n'en parle plus maintenant, qui pourrait sérieusement remettre en question la date de la première contamination au virus, jusque-là estimée au 17 novembre 2019 en Chine ou au 27 décembre en France. La championne du monde et vice-championne olympique de pentathlon, Élodie Clouvel, est ainsi persuadée d'avoir contracté le Covid-19 aux Jeux mondiaux militaires. Celle qui a décroché l'or durant ces Jeux assurait de ne pas craindre de devoir se rendre à nouveau en Asie pour les Jeux olympiques de Tokyo, puisqu'elle et son compagnon, le pentathlète Valentin Bello, avaient déjà été contaminés. On était à Wuhan et après, on est tous tombés malades. Valentin a loupé 3 jours d'entraînement, c'était très bizarre. Moi aussi, j'ai eu des trucs que je n'avais jamais eu auparavant. On ne s'est pas pu s'inquiéter que ça, parce qu'on n'en parlait pas encore. Un autre athlète militaire français sous couvert d'anonymat a confirmé à BFM être également tombé malade. Fièvre, courbature importante et avoir dû être alité pendant 3 jours à son retour de Chine. On a mis un contact avec le médecin militaire qui nous a dit « Je pense que vous l'avez eu parce qu'il y a beaucoup de gens de cette délégation qui ont été malades », relate Élodie Clouvel. Selon BFM, aucun sportif français n'a été testé après Wuhan et il n'est pas prévu qu'il le soit à l'avenir. Tiens donc, on nous dit « Il n'y a pas de risque. Vous êtes reparti le 28 octobre et le virus est arrivé le 1er novembre, précise un autre athlète anonyme au Parisien. Au ministère des Armées, on a demandé aux athlètes de ne pas répondre aux questions sur ce sujet avant de transmettre un communiqué sur la santé des membres de l'équipe de France militaire. Il n'y a pas eu, au sein de la délégation française des Jeux militaires, des cas déclarés auprès du service de santé, blablabla. Vous savez, ces gens-là, vous l'avez déjà dit aussi dans une émission, parce que là, je vous l'avais raconté évidemment au mois de mai, mais bien avant aussi, bien avant, je vais vous dire un truc. Comme c'est des Jeux Olympiques, même s'ils sont militaires, ils ont tous fait des contrôles antidoping. Il suffit qui sont gardés pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans. Ça, je suis pas expert, mais on les a encore. Il suffirait de contrôler et on verrait qu'ils ont eu le Covid. Sauf on ne veut pas le dire. Donc ça fait beaucoup. En Italie, Conte a été prévenu par Bruxelles, mais alors là, Bruxelles, comment elle savait? Donc si Bruxelles avait prévenu Conte, le Premier ministre italien, je pense que Bruxelles a prévenu tous les membres de l'Union européenne. On aurait quand même trouvé ces documents. On a fait des perquisitions en Italie. Et récemment, Jérôme Salomon, Olivier Véran, Agnès Buzyn, Sidette Ndiaye, ils ont été aussi perquisitionnés. Au final, peut-être que c'est ce genre de documents que les enquêteurs cherchaient et vont peut-être trouver. Donc on verra ça dans les prochains temps, mais ça peut être évidemment quelque chose de très grave. L'affaire ne pose pas question seulement dans l'Hexagone. Aux États-Unis, la thèse d'une arrivée du virus sur le territoire par sa délégation militaire au retour des Jeux
a déjà fait surface, hein. Cette thèse avait été étayée notamment par les propos du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui avait expliqué entre les lignes d'un tweet que le Covid avait pu être amené sur le sol américain par l'équipe militaire ayant pris part au rassemblement de Wuhan. Au Luxembourg ou en Suède, d'autres exemples de sportifs malades ont fait surface ces derniers jours, mais aucune des personnes testées n'a donné de résultat positif au Covid-19, martèle le communiqué. Bah oui, si on les a testés, c'était en octobre, on les a testés en mai, et octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 7 mois. J'espère qu'on reste pas 7 mois positifs, parce que sinon, on va rester confiné pendant des années, hein. Donc voilà, c'est un mystère que l'on va suivre. Je voudrais aussi vous montrer quand même quelques petits tableaux, puisque en France, on égrène le nombre de cas tous les jours, catastrophe, catastrophe. Donc là, juste au 19 octobre, hein, il y a eu 346 742 tests positifs. Ce ne sont pas des malades, messieurs les journalistes, ce ne sont pas des malades, ce sont des tests positifs. Et on va y revenir, parce que moi je trouve que ça fait beaucoup. Il y a eu, soi-disant, 1627 morts. Pourquoi soi-disant? Parce qu'une fois de plus, on ne sait pas s'ils sont morts à cause du Covid ou avec le Covid, parce qu'ils avaient plein de comorbidités, qui seraient peut-être aussi morts. Je vous rappelle que 1627 en 19 jours, en France, il meurt en moyenne 1800 personnes par jour, hein, toutes causes confondues. Donc confiner un pays pour ça, c'est un petit peu grave. Alors on dit, oui, il y a des cas en réa. Bien sûr, qui dit le contraire? Il faut peut-être les traiter, parce que moi je regarde ce tableau-là, moi c'est spectaculaire. En France, il y a une explosion de cas. Donc la seule explication possible, elle est de deux ordres, hein. Soit le virus s'arrête aux frontières, soit les tests français sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'à avant-hier, regardez, il y avait 29 837 cas en France, alors qu'il n'y en avait que 11 000 en Italie. Et il n'y en avait que 5 000 en Allemagne. Comment c'est possible? Et dans les pays où il y a le plus de restrictions de masques, les pays sombres, l'Espagne, 9 919, la Belgique, 10 964. Alors pourquoi? Parce qu'attention, la Belgique, 10 964, ça peut vous paraître peu, mais il n'y a que 11 millions d'habitants, hein. Et regardez la Suède, 321 cas, 0 mort. Il n'y a que 30 personnes en Suède en réa. 30 personnes. Alors maintenant, on va se dire, bah oui, mais en France, c'est parce qu'on teste plus. Ben non, parce que regardez, le nombre de tests pour 1 million. Ben en Russie, on voit qu'il y a 368 950 tests qui sont faits pour 1 million de personnes. En Espagne, 312 000. En France, seulement 207 000. Seulement 207 000. En Angleterre, 426 000. En Italie, 224 000. En Allemagne, 229 000. En Belgique, 349 000. Au Portugal, 294 000. En Bélarus, 235 000. Je vous rappelle que c'est par 1 million d'habitants. Donc la France teste moins, mais elle explose le chiffre de cas positifs. Elle teste moins que l'Italie, mais elle a 3 fois plus de cas positifs que l'Italie. Elle teste beaucoup moins que l'Espagne, mais elle a 3 fois plus de cas que l'Espagne. Elle teste moins que l'Allemagne, mais elle a 6 fois plus de cas que l'Allemagne. Elle teste autant que la Suède, mais là, elle a quasiment 100 fois, peut-être pas 100, 90 fois. Elle a 90 fois plus de résultats positifs. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Et c'est dans les tests que ça va pas. Hein, je vous mettrai une petite vidéo de 4 minutes, bien de 2 minutes, qui explique bien le professeur Raoult dans une émission qu'il a faite, hein, pour vous montrer qu'on ne peut pas monter au-dessus de 35 cycles. Il va vous montrer des documents qui vous montrent qu'au-dessus de 35 cycles, on ne détecte plus. On ne sait plus ce qu'on détecte. Un vieux rhume, une vieille grippe. Et là, effectivement, il y a les rhumes, les grippes qui arrivent. Faut pas se leurrer. Hein. Il faut vraiment que l'on enquête là-dessus. Et alors maintenant, toujours on nous dit que sur Internet, nous, on raconte des fake news. Non, mais c'est le gouvernement qui raconte des fake news. Hein. Alors, on a entendu ce matin de la part du gouvernement et de journalistes dont l'Allemagne que l'Allemagne était en couvre-feu, comme l'a laissé entendre certains membres du gouvernement, c'est un journaliste. Arte dit des intox, hein, couvre-feu en Allemagne. Il n'y a aucun couvre-feu en Allemagne. Hein. Moi, je peux vous assurer que j'habite à côté de l'Allemagne, il n'y a pas de couvre-feu, donc j'ai tweeté. Regardez, par exemple, ce parc géant aquatique est ouvert et bien évidemment pas de masque. Or, quel meilleur endroit pour attraper le Covid? Humidité, chaleur, plein de gouttelettes en suspension. Et tout le monde touche ce que les autres ont touché. Bah, quand vous passez dans un toboggan, il n'y a pas quelqu'un qui va passer désinfecté dans le toboggan. Hein. Bah, par contre, effectivement, on n'a plus le droit d'y rester plus de 24 heures, tellement ils nous trouvent nuls, hein, les Allemands. Tellement ils nous trouvent nuls. Ces zones rouges à Strasbourg, je traverse le pont, et ces zones vertes à Kiel.
Donc vous voyez bien qu'il y a une absurdité évidente. En plus, absurdité qui est encore... je vous les mets là si vous avez envie de le lire. Je trouve aussi un article sur la Norvège. Ils ont aussi, les scientifiques norvégiens, trouvé ce que le professeur Raoult a trouvé, c'est-à-dire qu'une mutation du Covid-19, attention, une mutation, ça ne veut pas dire que c'est mutant, ça devient méchant, c'est-à-dire qu'il change. Et bientôt, il va rester plus que les médecins de plateau français et Olivier Véran pour dire que non, non, c'est pas vrai, il ne mute pas. Mais plus intéressant encore dans cet article, les données montrent qu'il n'y a pas eu de décès excessifs en Norvège au cours du premier trimestre de la pandémie. En outre, 90% de ceux qui sont décédés de Covid-19 avaient au moins une maladie chronique. Cardiovasculaire, pulmonaire sont les plus récurrentes. À celles-ci s'ajoutent la démence sénile, le diabète et le cancer. Donc, respirez, quoi. Hein, respirez. Il n'y a pas que le Covid dans la vie. Je vous rappelle que la Suède, tous les spécialistes prédisaient la catastrophe, s'en sort bien. On évite d'en parler de la Suède. Hein. On évite d'en parler, je vous le remets. Hein. Vous voyez, 321 cas positifs. Il n'y a pas eu une mort. Il reste 30 cas en réa. Alors certes, ils ont peut-être payé le contre-coup avec 585 morts pour 1 million d'habitants, mais la France galope fort et à 513 commence à la rattraper. L'Allemagne est déjà devant avec 725 alors qu'elle a confiné sévèrement des mesures drastiques. L'Angleterre est devant la Suède, l'Italie est devant la Suède, la Belgique est largement devant la Suède. Donc, la Suède, il n'y a pas de mort indirecte du Covid et du confinement. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 fois plus de crises cardiaques, beaucoup plus de suicides, 3 fois plus d'AVC. Parce qu'on a tellement peur d'aller à l'hôpital qu'on ne se soigne plus. Je ne parle pas des maladies longues. Je ne parle pas des faillites et du chômage et de la misère sociale. La baisse du PIB suédois est à peine de 3%. Estimé, hein, 3%. La Corée du Sud, ça va être 0. C'est-à-dire qu'ils, certes, ils avaient prévu une hausse, mais ils vont être à 0, ils vont rien perdre. Ils n'ont pas confiné non plus. Donc, il y en a qui se gargarisent, on a fait une super gestion, tu parles, on est les plus nuls, ouais. On est les plus nuls, avec évidemment les méchants, hein, pays, Espagne, Belgique, Italie, dans le même sac. Hein. Et puis alors pour vous dire que les fake news continuent sur la Suède, regarde, Olivier Véran a dit au grand jury RTL le 27 septembre que la Suède était en autoconfinement et apparemment mieux informé que le gouvernement suédois lui-même a précisé que Stockholm sera reconfiné. 18 jours plus tard, aucun changement, la réalité est cruelle. C'est un truc de fou. C'est un ministre qui dit que des fake news, c'est un truc incroyable qui n'a jamais été vu. Mais quand il le dit, les gens ont peur, et puis plus tard, ils vont pas dire « Ah ben attends, qu'est-ce qu'il avait dit Véran il y avait un jour ?» Non, non. Vous pouvez suivre aussi Scholl sur Twitter. Ah oui, Stalek, mon ami Stalek a fait un super dossier sur l'hydroxychloroquine, mais il est très long à lire, mais ça vaut le coup d'aller le lire. Le chef du CDC américain, la mortalité Covid des enfants d'âge scolaire est littéralement de 1 pour 1 million. Elle est 5 à 10 fois plus élevée pour la grippe. Et la question que Scholl se pose, c'est pourquoi laisse-t-on les écoles ouvertes chaque hiver? Fermons-les, puisque la grippe est pire. Et comme disait le professeur Raoult, c'est les enfants qui portent la grippe ensuite aux grands-parents. Donc aujourd'hui, obliger les enfants à porter des masques, les collégiens, parce qu'en dessous non, c'est un scandale, un pur scandale. Un pur scandale. Surtout que c'est une vraie hypocrisie, puisque maintenant vous avez vu, ça fait 5 émissions que je fais que le virus est manuporté, c'est-à-dire qu'on l'attrape beaucoup plus par les objets que l'on touche. Les enfants dans les collèges changent chaque heure de classe, sauf certains collèges qui ont décidé que non, mais la grande majorité ne l'a pas fait. Et ils se contaminent comme ça, s'ils doivent se contaminer, mais comme ils ne sont pas porteurs, ils ne se contaminent pas, parce qu'en plus, les enfants, je vais vous dire, vous croyez quoi, qu'ils vont rester masqués quand ils sortent de l'école, quand ils s'attendent au bus, quand ils sont entre eux, là, pendant les vacances, vous croyez qu'ils mettent des masques? Il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, mais ils ne se gênent pas. Malgré Solidarity, l'étude et son important RCT concluant l'inefficacité du remdesivir, malgré le retrait du Gilead Sciences sur le marché français, malgré des incertitudes sur les effets indésirables graves, le ministère de la Santé et ses experts promeuvent l'utilisation de cette molécule dans un message adressé à tout le monde, en disant « allez-y », quoi. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc si ensuite il faut écouler les 300 000 doses commandées par l'Union Européenne, et ça aussi on va enquêter dessus, parce qu'en sachant déjà que c'était pas possible, ça c'était l'objet de mon émission avant ou avant-hier, je sais plus, donc il y a quelque chose vraiment de pourri,
dans cette Union européenne et dans ce pays. Donc il va falloir quand même investiguer dans tout ça. Voilà, tenez bon, ça va être dur, hein, ça va s'amplifier, la censure de partout. Le seul endroit où vous êtes sûr de me retrouver, ça va être sur Odyssée, ça c'est sûr. Et certains, c'est amplement suffisant. Et je vous laisse avec professeur Raoult pour une explication de 2 minutes sur les CT. C'est très important parce qu'il va vous montrer les schémas. Vous faites une pause, vous faites une capture de l'écran, vous allez voir. On comprend très bien. Allez, bye bye, bisous. Jusqu'à présent, les gens avaient plutôt une tendance à utiliser des titres trop élevés. Quand ils sont élevés, ça veut dire en réalité qu'il y a de moins en moins de virus, qu'on appelle les CT. Et donc on a des difficultés à leur dire, vous savez, au bout d'un certain temps, ça ne veut plus rien dire, c'est peut-être de la contamination. Maintenant, je ne veux pas penser que c'est pour permettre de vendre des tests qui ont une très mauvaise sensibilité, qu'on commence à dire qu'il faut des CT très bas et que les CT très bas suffisent tout ça. Au bout d'un moment, il faut faire un peu de science. Donc chez nous, Bernard Lascola, depuis le début, a cultivé à peu près 5000 prélèvements, d'accord, pour isoler le virus. Il a isolé plus de 2000 virus. Et il a corrélé entièrement, si vous voulez, le nombre de CT, et plus les CT sont bas, plus on trouve de virus, pour essayer de déterminer jusqu'où on peut aller. C'est pour ça que nous, depuis le tout début, on dit, le CT chez nous, c'est 35. À partir de 35, on sait qu'il n'y a plus de virus. Jusqu'à 35, il y en a, mais il y en a de moins en moins. Et donc, on peut voir sur cette courbe qu'au début, il y a 100% des prélèvements positifs. Quand on a des CT qui sont inférieurs à 16, d'ailleurs on fait le génome directement là-dessus quand on a des CT à 16. Ensuite, ça reste positif qu'à 50% à 26. Donc quand vous êtes à 26, vous avez encore 50% de gens qui portent des virus. Et nous, on a calculé que ça faisait à peu près 800 000 particules virales par prélèvement. Donc c'est encore c'est beaucoup, c'est encore contagieux. Et vous voyez que même quand vous êtes encore à 30 CT, il y a encore 20% de culture positive. Donc on continue à dire que c'est 35 les CT et que c'est par rapport à ces gammes-là qu'il faut tester des tests qui sont des tests de dépistage, d'autant que les tests de dépistage doivent avoir par définition une grande sensibilité. Il faut qu'ils soient sensibles pour qu'ils puissent détecter les choses éventuellement, quitte à les contrôler. Mais si vous laissez passer une quantité de patients positifs, c'est que votre test n'est pas un test de screening, c'est pas un test de dépistage. Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl stockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar
gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab, doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima, doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut, doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden, doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung, doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass, doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression, doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne, doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch, doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit, doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation, Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag, doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf, die Freiheit wird sich im Grab, doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach.